Salut à tous, comment vous sentez-vous ce soir? Plutôt homme, plutôt femme? Aucun des deux, entre les deux? C'est les questions qu'on va se poser. On va interroger la binarité de genre pour faire une place digne à la non-binarité. C'est un genre à part entière, un état, une sensation, c'est une identité. Alors autour de la table, on s'entoure de 4 personnes qui s'identifient autrement que leur genre assigné à la naissance et qui peuvent publiquement annoncer leur non-binarité. C'est votre cas, Blanquette Lagoulu. Celles et ceux qui vous connaissent sur Instagram connaîtront ce blaze. Vous êtes chef en cuisine. Ça vous fait beaucoup de casquettes en tant que personne non-binaire ici à Bruxelles. Je crois que c'est et chef de cuisine et drag queen où les deux me permettent d'assumer un peu l'un dans l'autre. Quand il y a un truc qui va pas, je peux appuyer plus de l'autre côté. Et du coup, c'est chouette parce que dans mes 2 travaux au travail, je peux être accueilli à bras ouverts comme une personne non binaire. Alors, vos prénoms sont Yel. Yel. Mon prénom est Il. Vous verrez qu'il y a d'autres pronoms encore ici autour de la table avec nos autres invités. Pour vous, Monel Sado, c'est Yel aussi votre prénom, votre pronom. Mon pronom, oui, c'est Yel. Parfois, j'utilise même Eul, mais ça dépend un peu des contextes. Souvent Voilà, avec les personnes qui se connaissent un peu plus. C'est un pronom non-binaire, en fait, simplement, Oui. qui a été pensé par des militants, des militantes qui essayent de interroger la langue aussi et la binarité qu'elle défend finalement. Oui, il y a pas mal de néopronoms maintenant. Il n'y a plus que le Yel, il y a Al, Ol, Eul. On peut tout inventer en fait. Alors, vous êtes aussi drague, comédienne, faiseur de marionnettes. À côté de vous, Eden, ensemble, vous avez créé un collectif, ça s'appelle le D-collectif. C'est pas anodin, D, c'est le pronom neutre aussi en anglais. Oui, du coup, on a créé ce collectif il y a 1 an maintenant. On s'est rassemblés en fait pour créer une pièce de théâtre qui s'appelle Une vie violette. Et de là, on s'est dit, attends, on est tous les deux non-binaires, ce serait trop chouette de pouvoir visibiliser d'autres artistes non-binaires, peu importe leur art, leurs médias, etc. Et du coup, là, ça fait 1 an qu'on a lancé des activités pour visibiliser tous les artistes possibles. Avec le Covid, évidemment, on ne peut pas faire autant d'événements qu'on voudrait, mais on espère un peu développer ça assez rapidement. Ça recommence, on croise les doigts. Alors, Eden, votre pronom ? C'est Yel aussi. Yel, et moi, du coup, comme la langue française est un peu genrée, j'utilise les accords neutres quand c'est possible ou masculins. Voilà. Les accords plutôt masculins en français, parce que c'est vrai que cette langue est très binaire et on aura l'occasion d'en parler ce soir. En face de vous, Lilibeth Merle, performeuse, metteuse en scène, comédienne. Il y en a dans votre palmarès aussi, d'artistes queer, militante aussi. Ouais. Pronom elle pour vous, Lilibeth. Exactement. Expliquez-nous. Expliquez le pronom. Le pronom. Alors, moi, je me considère comme, je m'identifie comme une personne transféminine. Donc, c'est-à-dire que mon genre est dans le spectre féminin, mais je suis non binaire également. Donc, par exemple, elle ne signifie pas que je m'identifie comme une femme. Donc parfois le pronom ne va pas indiquer forcément le genre et ça il faut vraiment faire attention. Mais par contre, comme on vient de le dire, la langue française est tellement genrée que elle me convient très bien. Mmh. Voilà. C'est comme ça que vous avez choisi elle et comme ça qu'on vous genre. Alors c'est le cas aussi d'Alex qu'on a rencontré, c'est un étudiant non-binaire qui lui a choisi le pronom il, mais qui se considère comme non-binaire. Vous allez entendre son témoignage, c'est une personne âgée de 20 ans, étudiant en école de cinéma, et regardez ce qu'il a à nous dire sur la non-binarité. C'était une libération. Quand j'ai compris qu'en fait je pouvais ne pas être ni un homme ni une femme. J'utilise le terme non-binaire qui est, on va dire, le terme qui se rapproche le plus de moi en fait, de comment je me sens ou qui je suis en termes d'identité de genre. Je me sentais plus trop à l'aise avec la binarité de genre et les rôles de genre et se conformer, même si on n'est pas forcément obligé de se conformer, mais moi perso, voilà, j'avais quand même du mal.
Aussi, voilà, tout ce qui est genre expression en mode oui, salut mec, oui, yo, man, ce genre de trucs qui sont assez fréquents d'ailleurs dans les études. Ça me saoule, mais je ne dis rien parce que voilà. Mais ça fait quand même, ça joue même sur ma santé mentale, je pense. De pas forcément me sentir complètement inclus. Une des choses qui a fait que j'ai pu me sentir mieux, à me sentir légitime, c'est de voir d'autres personnes non-binaires et qui sont aussi des personnes racisées. Ça compte quand même d'avoir des représentations. Je suis ravi et reconnaissant qu'il y ait une émission sur ce sujet, qui parle de la non-binarité et surtout de manière locale, parce qu'il y a quand même beaucoup de représentations qu'on a outre-Atlantique des États-Unis, ce qui est bien, mais je pense que c'est aussi important de se dire oui, en fait, il y a des gens dans la même ville que moi ou dans le même quartier que moi, ou enfin voilà, de manière plus proche. Aussi pour se dire que c'est possible aussi d'être non-binaire aussi et d'être belge. Et ça nous semblait donc indispensable de faire une émission sur ce sujet précisément, même si sur le plateau d'Autrement, on reçoit souvent des personnes non-binaires, on a l'occasion de parler de sujets queer. Blanquette, quand vous entendez ce témoignage d'un étudiant de 20 ans, qu'est-ce que ça vous évoque ? Moi, ça me fait trop plaisir, puisque du coup, j'en ai 30, et c'est avant tout des personnes plus jeunes, en fait, qui nous donnent la possibilité d'être, nous, ouvertement non-binaires, puisque dans notre génération, en tout cas juste à 30 ans et plus, c'est pas que ça n'existait pas, c'est qu'on n'avait pas de référent pour se sentir exister, et du coup, c'était toujours dans la non-existence, et là, le fait qu'il y a c'est tellement empouvoirant de voir toutes ces personnes super jeunes qui montrent le chemin aux autres, en fait. Parce que c'est vrai que des études le révèlent, de moins en moins de jeunes se sentent à l'aise dans leur genre assigné à la naissance. Alors ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des personnes non-binaires, avérées. Enfin, il y a toujours cette fluidité aussi, Eden, entre qui on est, comment on se sent dans son genre, et puis un jour le fait de dire je me sens non-binaire, je veux être défini comme personne non-binaire. Ouais, du coup, pour mon expérience, c'était... je suis assignée fille à la naissance et physiquement, je ressemble à une fille, donc on dit je passe pour une fille. Et c'est vrai qu'il y avait des choses où je me sentais vraiment toujours à côté de la plaque, j'ai pas compris. J'adorais le terme garçon manqué, comme si j'étais manquée de quelque part. C'est pas très glorieux, mais je me reconnaissais beaucoup là-dedans. Il y a toujours un côté péjoratif, évidemment, dans ce terme. C'est ça. Et du coup, moi, ce qui m'a aidée, en fait, c'était de reconnecter avec la communauté queer de Bruxelles et de voir, justement, comme Alex le disait dans le reportage, de voir d'autres personnes assumées, non-binaires, ou qui exploraient leur genre. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça ma place. Waouh! J'ai découvert le terme gender fluide, donc genre fluide. Moi, je me reconnais là-dedans. Où, en gros, c'est assez, comment dire, fluide, je sais pas, j'en perds mes mots, mais c'est pas une identité qui est définitive, en fait. De temps en temps, je peux me réveiller et me dire aujourd'hui j'ai envie de me dessiner une moustache, et puis le lendemain mettre une robe ou faire les deux en même temps. C'est une question d'apparence, mais c'est aussi une question de ressenti pour moi. Je me reconnais plus dans ce terme-là. En fait, non-binaire englobe plein d'autres termes que juste non-binaire. Ok, vous avez une troisième case, super, et bravo. Et c'est une réalité différente pour tout le monde, pour toutes les personnes qui se sentent non-binaires de près ou de loin. Libès, vous avez eu envie de dire publiquement quand que vous vous sentiez non-binaire. Comment ça s'est passé dans votre parcours ? Je crois que moi, comme je suis issu d'une formation théâtrale, j'ai fait 10 années d'études, le théâtre, la scène, en fait, a été un moyen d'expression pour moi. Et je crois que c'est venu au même moment que ma réalisation, en fait, de la chose. Moi, c'est vraiment l'art drag qui m'a permis de déconstruire, de jouer, en fait, avec les codes de genre, parce que le genre, c'est une construction sociale, avec beaucoup d'assignations et tout. Et de me permettre, de m'autoriser, d'envoyer valser tout ça, j'ai pu commencer à réfléchir, à m'autoriser, à voir ce qui était au plus proche de mes envies, en fait. Et donc, j'ai utilisé la scène pour venir en parler. Mais je crois que j'utilise la scène, le personnage drag aussi, qui est un personnage de résilience, pour venir guérir, en fait,
les blessures que la traumatismes. société... Ouais, tous les traumatismes, tout l'enfermement que j'ai vécu toute mon enfance. Et la chose qui a été magnifique, on en parlait là, de la communauté queer, mais pas que, en tout cas de ce sentiment de faire collectif, c'est que quand j'ai commencé à raconter mes histoires sur scène, où je pensais être seule à les vivre, j'ai eu des gens qui m'ont dit « mais moi aussi ». Et donc ça a été un truc guérisseur dans les deux sens, en fait. Parce que les gens se sont vus, mais m'ont aussi permis de me sentir moins seule. C'est donnant-donnant. Alors, vous êtes quasiment tous ici issus de la scène. Hein. On a des comédiens par là. Blanquette, vous, c'est un peu différent. Vous connaissez la scène pour vos shows drag. Sinon, vous travaillez en cuisine, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Comment s'est reçu votre non-binarité dans une cuisine? On peut citer le restaurant dans lequel vous travaillez, le Petit Mercado à Saint-Gilles. Comment ça se passe? Mais du coup, moi, j'ai cette chance et c'est un privilège colossal de travailler dans un restaurant où ça a été applaudi. C'est même quand un petit étudiant qui débarque, il va me demander mon pronom, ce qui est genre exceptionnel. Mais je sais, c'est pour ça que je parle de privilège, c'est que je suis l'une des seules personnes, je pense, qui a ce privilège-là à Bruxelles. Dans ce milieu-là qui reste très patriarcal. Plus que ça, l'Oreca est profondément homophobe, misogyne, transphobe. C'est un milieu qui est, autant le dire, pourri. Et du coup, c'est extrêmement rare de trouver des patrons et patronnes qui viennent applaudir ça. Et il y a un drapeau, il est marqué Aaron Zanan sur notre vitrine avec un drapeau non-binaire dans mon resto. Quel patron prendrait ces risques-là, quoi. On va en parler d'Aaron Zanan justement parce que ça a remis un petit peu l'actualité non-binaire au devant de la scène. Donc Aaron Zanan, c'est cette personne non-binaire qui s'est fait jeter d'un restaurant bruxellois parce que sa tenue ne correspondait pas visiblement à ce que d'autres personnes dans le restaurant auraient aimé. Donc il a témoigné, Yel a témoigné à notre micro, ses pronoms sont il, elle et Yel. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir ici on parle vraiment d'une influenceuse qui a beaucoup de personnes qui la suivent sur les réseaux et qui peut parler de ces sujets finalement à cause d'un fait divers. Monel. J'ai trouvé ça vraiment horrible en fait de voir ça, de voir qu'on est refusé d'endroits qui devraient être légitimes pour tout le monde. D'aller au restaurant, c'est normal en fait, et on peut même pas y aller quand on est non-binaire et qu'on rentre pas dans les codes. Ici, on parle vraiment de codes justement. Vestimentaires en Oui, plus. C'est ça. Et aussi, j'ai vu beaucoup d'amalgames. Des fois, on disait que c'était une femme trans ou une drag queen. Je voyais bien que les gens étaient un peu perdus et que ça passait pas très bien. On comprenait pas très bien ce qu'était la non-binarité non plus. Donc, c'est l'occasion d'expliquer. Après, expliquer, c'est difficile et c'est ce qu'on le disait aussi, vu que le champ est hyper vaste et qu'on ne peut pas définir une personne non-binaire en disant voilà, c'est un troisième genre, il y a homme, il y a femme et il y a non-binaire. C'est pas ça non plus qui va aider les personnes non-binaires autour de la table. Par contre, il y a des choses qui avancent aussi en termes institutionnels. Lilibès, l'avis du gouvernement pour supprimer le marqueur de genre sur la carte d'identité en Belgique. Une bonne, une mauvaise chose? Je sais pas. Dans le sens où je peux entendre que ça a été un combat pour certaines de pouvoir changer leur marqueur de genre. Un combat qu'il ne faut pas invisibiliser. Maintenant, si tous les pays faisaient ça, effectivement, ça ferait avancer par la suite les choses. Quoi. C'est vrai qu'il y a ce débat vraiment entre personnes transgenres binaires et personnes transgenres non binaires, où certaines personnes transgenres binaires se sont battues en effet pour passer du M au F ou l'inverse. Et du coup, c'est difficile d'imaginer que ça disparaisse aussi parce que c'est une acquisition d'un combat de longues années, mais à la fois ça efface un marqueur de genre et ça peut aider à une certaine fluidité aussi. Eden, Blanquette, je vous regarde tous. Je pense aussi que ça peut être intéressant de supprimer aussi le marqueur de genre dans le numéro du chiffre national, parce que pour l'instant, en fait, ils veulent bien enlever la mention M ou F, mais le numéro national, les 3 avant-derniers chiffres, je pense, sont pairs pour les personnes assignées femmes et impairs pour les personnes assignées hommes. Donc, le marqueur est toujours là quelque part. Voilà, c'est ça. Et en fait, quel intérêt on a à savoir ce qui se passe entre nos jambes quand on présente une carte d'identité pour, je ne sais pas...
aller en boîte, enfin voilà. Pourquoi on utilise la carte d'identité déjà? Je sais plus. Comment vous aviez reçu la nouvelle blanquette de cette annonce du Partagé, gouvernement? parce que d'un côté, fantastique, c'est beau, le monde évolue, mais d'un autre côté, on verra quand même toujours des t-shirts I am a princess, c'est dans des magasins pour les petites gamines pour leur montrer qu'elles sont fragiles, et on devra toujours choisir une toilette quand on va au restaurant, si on peut aller au restaurant comme on l'a vu dans l'image d'Aaron. Donc c'est un peu typique de la Belgique qui est là un peu très bien placé en termes de pinkwashing, je pense, et qui du coup fait des grands progrès politiques, mais qui les applique pas sur le terrain. Et donc c'est chouette de montrer qu'on n'a pas de genre sur la carte d'identité, mais voilà. Et finalement, concrètement, ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre comme tout le monde. Alors, on parle de ce genre assigné à la naissance, et même avant la naissance, Monel, votre spectacle, Une vie violette, parle de ça aussi. C'est un spectacle de marionnettes. Je vous propose de regarder en image un extrait. Alors, on va voir une personne vraiment qui doit choisir entre une case bleue et une case rose, un petit enfant, un petit bébé qui vient de naître, on peut l'imaginer. C'est vrai que les marqueurs de genre, finalement, sont même donnés avant même de voir le monde. On demande, alors c'est un garçon, c'est une fille, c'est une des premières questions quand une personne est enceinte. Ça va être les ballons bleus, les ballons roses pour la baby shower. Ça paraît très cliché, mais finalement, concrètement, ça se passe encore quasiment tout le temps. Oui, c'est ça, il y a déjà des attentes avant même la naissance de dire comme elle va être jolie, etc. Alors qu'on dirait pas ça forcément pour un bébé garçon. Les définitives vont être jolies, calmes peut-être pour une fille, pour un garçon. Il est énergique, mais tant mieux, il fera bien du foot. Enfin là on va bien loin, mais il y a vraiment direct des attentes qui sont posées alors que c'est un petit bébé qui n'a même pas encore les notions de genre et c'est un peu dommage qu'on laisse pas l'espace de grandir et de découvrir un peu qui on est et qu'on doit rentrer dans ces carcans assez fermés. Est-ce que ce sont ces traumas-là qu'aujourd'hui sur scène vous avez envie de dénoncer? Lilibès, vous en parliez tout à l'heure, c'est des traumas comme ça qu'on ressent depuis la plus tendre enfance, même in utero? Alors c'est pas dénoncer, c'est transformer. C'est se réapproprier et c'est comment en faire une fête, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment montrer nos cicatrices qui font autant appel à la blessure, donc qui la visibilisent, mais qui montrent également toute la guérison qu'il y a eu. Et je crois que c'est un petit peu ce qui nous rassemble, ici, ce qui nous connecte ici, c'est qu'on a cette force-là aujourd'hui. Parce que vous êtes tous drag. Alors drag, c'est un terme spécifique pour parler d'un show en particulier. On va voir des images de chacune qui performe sur scène. Ce monde de la fête, parce que c'est ça aussi, être drag king, drag queen, drag queer, ça vous aide aussi à pouvoir amener ce sujet sur le devant de la scène, à être qui vous êtes, à justement jouer sur cette fluidité. Moi, je pense que oui, et au même titre, pour continuer la lignée de Lilibès, qu'on s'est réapproprié bien avant nous nos insultes qui nous appartiennent. Et là, queer est une insulte à la base. Queer est une insulte, d'autres, je ne sais pas si je peux les citer à la télé, mais du coup, de leur raconter nos histoires, les montrer comme ça nous aide, puisque au même titre que s'appelait queer, ça nous soigne, et ça, je te rejoins complètement là-dessus, Lily. C'est à un moment donné, ça nous appartient. Et là, le fait que nous-mêmes, parce que c'est ce qu'on fait, nous quatre, c'est qu'on a créé nos scènes, parce que les scènes, on n'a pas d'accès aux scènes avant ça. Et du coup, en fait, on a créé un endroit pour se soigner et pour communiquer avec les autres, ceux dont on était, entre guillemets, victimes, et au final, comme tu l'as dit, Lily, c'est une fête aussi. Une fête, c'est comme votre spectacle Hippocampe, Lilibès, qui parle justement d'un cabaret drague. Alors, on est justement dans une performance un petit peu hybride entre un spectacle et un cabaret. Et c'est ça que vous voulez exprimer à travers ce spectacle dont on voit des images. Vous venez de le jouer au Tanner pour une première version. Vous promettez une prochaine version plus longue, plus étoffée encore. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer dans ce show? Ça, c'est Médéa Ancelin et c'est la Baby Drag de King Baxter. En fait, il y a tout un processus qu'on visibilise dans le spectacle qui part de mon parcours à moi, d'avoir découvert le drag, qui m'a
guéri, qui m'a émancipé. Et j'ai voulu le proposer à des actrices de théâtre avec qui j'étais à l'école, moi, pour voir, et qui n'ont pas mes oppressions, qui n'ont pas tous mes oppressions, etc. Et de voir qu'est-ce que ça peut venir leur faire de déconstruire le genre, mais du coup de venir déconstruire d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut venir déconstruire pour réinventer ensemble un monde? Et donc vous nous proposez par exemple un show drag avec un homme très viril, hétéro-normé à fond, et ça casse un peu les codes. Ouais, moi je ne présente rien, c'est-à-dire que je ne suis pas metteuse en scène sur ce projet, je suis porteuse de projet, je vais vraiment essayer de créer des liens entre différentes personnes pour que par exemple les actrices deviennent elles-mêmes metteuses en scène et artistes drag, s'accouchent d'elles-mêmes, et pour ça on a travaillé avec des artistes drag de la scène queer de Bruxelles, non notamment par exemple Blanquette la Goulue qui a pu vous aider en tant que consultante. Oui, on a vu ma fille à l'écran là. Coucou. Alors les shows drag, c'est aussi votre cas pour le Dé collectif. Tous les deux, vous performez. Comment ça vous est venu aussi, cette envie de se dire, à un moment, on se met sur le devant d'une scène et ça y est, on met nos corps en image, quoi. On donne du corps. Je pense que comme on l'a dit, on a besoin de visibilité. Enfin, c'est pour ça qu'on a créé aussi le collectif. On s'est dit, il faut montrer qu'on est là, il faut montrer qu'il y a des artistes. Il faut créer des endroits où on peut performer, parce que quand on travaille dans le théâtre aussi, les rôles sont assez binaires. C'est difficile quand tu es non-binaire d'avoir un rôle qui te convient en fait. Et du coup, c'était un peu une nécessité. Et aussi dans le monde du drag, voilà, comme on l'a dit, c'est pas toujours inclusif et on n'a pas toujours des endroits où performer quand tu es assignée femme à la naissance, etc. Du coup, on a voulu créer des espaces pour tout le monde en fait. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans le milieu drag, dites-moi si je me trompe. Il y a une évolution à la fois hyper inclusive et puis il y a une récupération peut-être, comme toujours quand quelque chose marche. De partout, on voit des drags partout, dans tous les shows. Il y a eu les Magritte, on voit des drags, on voit des drags dans la rue, on voit des drags un petit peu partout. C'est devenu un peu une condition pour tout plein d'événements ici à Bruxelles et ailleurs. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, Eden? Je pense que c'est assez mitigé. Je crois que c'est chouette de voir plein de drags différents. Mais c'est vrai qu'en tant que personne assignée femme et faisant du drag queen, entre king et queer, ça dépend, je vois peu de représentations de drag comme moi. Et c'est pour ça qu'on s'était dit qu'avec le Dé collectif, qu'on créerait des scènes drag, mais sans forcément les proposer qu'à des drag queens. On voit beaucoup de drag queens ces temps-ci, notamment avec RuPaul aux États-Unis. Et le show qui cartonne sur Netflix. Voilà, c'est ça, et qui fait tous ces shows aussi en fonction du pays, etc. On voulait aussi proposer des scènes où on propose un spectacle sans forcément dire drag, même si juste on fait un show et présente-toi comme tu veux pour faire ton show en fait. Si c'est avec des paillettes, si c'est juste en noir à dire un texte qui t'importe, en fait, viens et je crois que c'est important. La diversité est énorme dans ces shows. Il reste 1 minute, c'est déjà la fin. Je vous avais dit ça allait passer trop vite. Le temps d'annoncer vos prochains spectacles à Toast, vos performances. Alors on commence par vous, Blanquette la Goulue, et ce nouveau concept de drag show que vous allez lancer. Oui, du coup, je lance Playback, qui est un show drag, du coup, qui mélange des drags de toute la Belgique, de différents niveaux aussi, différents types de drag, et qui va se situer dans 4 bars différents. Et on commencera le 12 mars, je le dis, mais c'était pas encore officiel, au Flora, sur le parvis de Saint-Gilles. Allez, on espère que ce sera officiel. C'est à suivre évidemment sur Instagram. Lilibès, vos prochains shows. Alors, vous avez un seul en scène, ça s'appelle Lilith, qui va être joué à Avignon aussi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, c'est ça, au Théâtre des Dons en juillet. Voilà, qui est sur ma transition de genre et sur le voyage que c'est au sein d'une famille et la sororité que j'ai découvert avec les femmes de ma famille, où j'ai mieux compris ma place. Et je suis accompagné au plateau de Baxter Alter, aka King Baxter, qui crée le son, qui fait la régie générale. Tout ça, ce sera à voir, à découvrir aussi un jour à Bruxelles, on l'espère, on y croit. J'espère également. Hippocampe reviendra au Varia, on en a parlé tout à l'heure. Une vie violette, Eden et Monel, ça, on peut bientôt le voir aussi au SEM Festival, à Scarbeck, un festival qui vise l'inclusivité, justement. Ce sera le 11 mars à 19h30 au Criquelard.
Voilà. Criquelard, Et voilà, aussi un nom bien en- scarbecois. En avril, du coup, on est programmé aussi au Festival Courant d'Air au Conservatoire Royal de Bruxelles, le 22 et le 23 à 14h30. Et c'est Voilà. l'occasion d'amener des enfants, des moins enfants, des jeunes, des moins jeunes pour voir le spectacle, parce que c'est un tout public. Spectacle tout public, oui, Lilibet. Non, je voulais 5 juste... secondes volées eh bien, sur alors, l'antenne. c'est super la parité homme-femme, mais du coup, on est absent. Aussi. Voilà. Donc, je voulais juste le rappeler. C'est Là. bien noté. Merci à tous les 4 pour votre présence ici ce soir. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro d'Autrement.